La jeune fille s'est enfuie de l'orphelinat pour chanter dans un restaurant afin de récolter de l'argent pour l'opération de sa grand-mère, et dès qu'elle a pris le micro dans ses mains. « Qui est-elle » s'est écrié Andrew Rogers dès que Lucy a pris le micro dans ses mains. Andrew Rogers a crié dès que Lucy s'est approchée du micro, mais personne ne l'a entendu. Les accords d'introduction d'une chanson célèbre ont commencé à jouer, noyant son cri. « Arrêtez, tout le monde, arrêtez, retenez la musique. » Il se lève d'un bond et pousse la chaise sur le côté. Derrière lui, il y a des bruits de vaisselle qui s'entrechoquent et la voix effrayée de quelqu'un, mais il n'entend rien de tout cela. L'homme se précipite vers la scène. « Andrew, tu ne peux pas faire ça, » lui dit le manager en se précipitant vers lui. « Tu vas effrayer la fille. » Lucy recula en effet de quelques pas. Qui sait ce qui pourrait venir à l'esprit de ce type ivre? Andrew saisit l'ourlet de sa robe de concert. « Jane, » murmura-t-il, « ce n'est pas possible. Est-ce que je deviens fou? Laissez-moi partir, supplie-t-elle. Mais les invités ne semblent pas l'entendre. Il serra le bord de sa robe dans son poing et essaya de toucher ses doigts de sa main libre. « Lâchez-moi. » Elle tira avec force sur le tissu argenté, mais l'homme ne desserra pas son étreinte. Lucy entendit le froissement se déchirer le long de la couture. « Andrew, arrêtez cette folie immédiatement, » dit le directeur en l'attrapant fermement par l'épaule. « Arrêtez ou j'appelle la sécurité. » Mais il n'a pas entendu. Il n'entendit rien et ne vit rien d'autre que Lucy. « Jane, tu es où ?» Il marmonna quelque chose d'indistinct pour lui-même. Probablement quelque chose de fou parce qu'il avait l'air fou. Ou peut-être parce qu'il se tenait devant celle qu'il avait perdue si lamentablement il y a de nombreuses années mais qu'il n'avait jamais réussi à oublier. Jane, son cœur battit soudain si fort qu'il eut du mal à respirer. Il tira sur le col de sa chemise. Mais ses doigts s'emmêlèrent dans la cravate des boutons et soudain, tout devint sombre devant ses yeux. Il ne se sent pas bien. Appelez vite l'ambulance, entendit-il la voix de quelqu'un au loin. Mais cela n'avait plus d'importance. Il s'enfonçait dans l'obscurité douce et enveloppante et ne voulait pas être sauvé. Appelez l'ambulance. On se balançait sur le brancard, on entendait des sirènes perçantes, les mains de quelqu'un et des voix angoissées. Il ne cessait de répéter « Jane, Jane ». Et il lui semblait qu'il criait, à s'en faire mal à la gorge. Mais les médecins n'ont entendu qu'un murmure silencieux et inintelligible. Pendant ce temps, dans le restaurant, le gérant calmait Lucy, effrayée, en lui offrant du thé. « Allez, bois, ma chérie. »« Tu as mis du sucre dans le thé ?»« Oui, il y a le sucrier, » dit le barman en haussant les épaules. « Prenez-en autant que vous voulez. »« Mettez-en plus alors, » dit le gérant en frappant la paume de sa main sur le comptoir. « Vous ne voyez pas que la petite a eu peur ? Et donnez-lui des biscuits, des bonbons, je ne sais pas, tout ce que vous avez. Apportez tout ce qu'il y a. Il y a du tiramisu ? Apportez-le ici, tout. » Lucy, il lui a pris la main. « Comment vas-tu ? » « Mieux, » dit la jeune fille en s'efforçant de sourire. « Ça va, Monsieur Grant. Ne vous inquiétez pas pour moi. C'est juste que je n'étais pas préparée. » « Peut-on jamais se préparer à quelque chose comme ça ? » J'ai ricané. « Voilà votre dessert. Mange et oublie tout ça. » Peut-être que le gars a halluciné. Il était peut-être ivre ou défoncé. J'ai disparu d'ici. Faites un tour de magie, a chuchoté le propriétaire. Il n'y a rien à discuter avec le gamin. Il se frotta le front, frustré. Combien de fois s'était-il maudit d'avoir engagé un adolescent? Eh bien, pas officiellement, bien sûr seulement. Il n'était pas si stupide? Mais quand même. Les filles de 13 ans n'ont pas leur place dans une taverne. Il y a des hommes ivres ici et les femmes peuvent être tout aussi mauvaises parfois, si ce n'est pire.
Et l'atmosphère n'est pas vraiment adaptée aux enfants. Lucie se produit de 9 h du soir à minuit, ce qui n'est pas très convenable. Tous les enfants devraient être en train de lire des histoires pour s'endormir à cette heure-là, pas de chanter des chansons devant un public respectable. Mais Arthur ne peut se résoudre à prendre son courage à deux mains pour accompagner la jeune fille à la porte. Chaque fois qu'elle prenait le micro et commençait à chanter, toute la salle se taisait. Les plaisanteries cessent. Les voix fortes se taisaient. On aurait même oublié de boire. Lucie avait un don. Une voix si pure et si profonde. Lui-même laisserait tout tomber pour écouter tranquillement une de ses chansons. Et comment a-t-il pu reconnaître un tel talent? Désolé, ma chère, mais vous êtes encore trop jeune. Les gens venaient ici spécialement pour entendre cette petite chanter. Mais il y avait une autre raison. La raison principale qu'Arthur Grant préférait ne pas mentionner à voix haute, parce qu'il ne s'agissait pas du tout de la fréquentation de leur établissement ou de la restauration. La fille avait désespérément besoin d'argent. Il se souvient que le directeur artistique s'est précipité vers lui, les yeux écarquillés. « Monsieur Grant, êtes-vous libre ? Peu importe. Même si vous êtes occupé, nous y allons. Nous avons trouvé un joyau. » « De quel joyau parlez-vous, monsieur ? Venez, ils vous attendent. » Il l'entraîne presque dans le bureau, toujours en marmonnant. « Donnez-lui un salaire décent, vous m'entendez ? On ne peut pas se permettre de passer à côté d'une telle fille. » « C'est parti, se dit le directeur avec lassitude. Nous ne pouvons pas nous permettre de rater cette fille. Il essaie encore de nous imposer des stripteaseuses ? Dit-il à voix haute. Ce n'est pas notre genre. Nous n'avons jamais eu ça et nous ne l'aurons jamais. Qu'est-ce que vous faites? Entrez, elle vous attend, a insisté le directeur artistique alors qu'Arthur entrait le premier dans le bureau. Il se figea en voyant une jeune fille modestement vêtue, aux tresses soignées et au visage si frais qu'il fut immédiatement évident qu'elle ne devait pas avoir plus de 13 ans. Avez-vous complètement perdu la tête? Te rends-tu compte des ennuis que cela pourrait nous causer? Comment as-tu pu être aussi stupide? Arthur se tourna avec colère vers le directeur artistique. Silence, répondit calmement le directeur artistique en faisant un signe de tête à la petite fille. Lucie, chante-nous autre chose. Arthur comprit qu'il était dans le pétrin en écoutant la voix magique de Lucie. Pour rien au monde il n'aurait lâché ce petit oiseau chanteur. Eh bien, toussa-t-il quand la jeune fille eut fini sa chanson, quel âge as-tu, mon enfant, et comment t'appelles-tu? 13 ans, répondit Lucie, et on m'appelle Lucie. 13 ans, c'est un et quand je me produirai, elle a dit que je pourrais me maquiller davantage. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin d'argent. De l'argent, dit-il en souriant, et pourquoi en as-tu besoin? Tes parents ne veulent pas t'acheter un iPhone? Lucie fronce les sourcils. Je n'ai pas de parents, ni de père ni de mère, et je n'ai pas besoin d'un iPhone. Je suis une enfant placée. Je n'ai qu'une grand-mère, mais elle est très âgée. Ils ne veulent pas me donner à elle à cause de cela. Et maintenant, ma grand-mère est malade. Tu vois, elle a besoin d'une opération, et ça coûte, eh bien, combien? Je vois, dit Arthur en prenant un stylo sur la table. Écrivez-le. Lucie griffonne rapidement quelque chose sur le papier et le lui tend. Voyant le montant requis, Arthur siffla. Mon Dieu, mon Dieu. Maintenant vous comprenez, n'est-ce pas? Demanda Lucie. Pleine d'espoir. Il acquiesce. Une pensée fugace lui a traversé l'esprit. Je ne devrais pas donner un peu d'argent à la fille? Pour lui, ce n'est que 2 mois de salaire, mais elle en a vraiment besoin. Mais en a-t-elle vraiment besoin? Ou peut-être ment elle? Peut-être que les escrocs ont trouvé une nouvelle combine et qu'ils exploitent les enfants talentueux. Non, il doit attendre. Si la fille s'enfuit après sa première représentation,
alors toutes ces histoires de grand-mère malade ne sont rien d'autre qu'une simple fabrication artistique. Tu crois que je ne sais pas ce que tu viens de penser, demande soudain la jeune fille. Tu crois que je mens? Je ne sais pas, avoue-t-il honnêtement. Tu n'as pas l'air d'une menteuse. Parce que je ne suis pas une menteuse, dit-elle avec passion. J'ai juste besoin d'argent pour ma grand-mère. Oui, petite, dis-moi, tu comprends ce que signifie un restaurant tard dans la nuit? Les gens entendent autre chose et ils ne boivent pas de thé. Lucie le regarda d'un air implorant. Il était impossible de résister à ce regard. Qu'est-ce que c'est que tout ça pour la fille? Elle n'est encore qu'une enfant, et c'est la faute de qui? S'il la refuse, que fera-t-elle? Elle essaiera d'obtenir de l'argent d'une autre manière, mais comment? Les tentations d'argent facile ne manquent pas, et il y a 3 fois plus de crapules qui ne se soucient que d'elles-mêmes, et il y aura des méchants qui essaieront de la persuader de faire quelque chose de peu recommandable. Et lorsqu'elle reprendra ses esprits, il sera peut-être trop tard et elle aura des ennuis. Cette petite fille talentueuse va-t-elle se ruiner? Non, non. Laissez-la chanter ici, et il s'assurera que personne n'ose lui faire du mal. Je vais te donner un travail, a décidé Arthur. Tu chanteras 2 soirs par semaine. En plus, ils te donneront à manger dans la cuisine. Après la représentation de Jay, il te ramènera personnellement à ton orphelinat. Le savent-ils? Pas encore, mais je vais m'arranger, promit la jeune fille avec une telle ferveur qu'il n'y avait pas de place pour le doute. Elle mentait. D'accord, il vaut mieux que tu t'arranges. Tu travailleras jusqu'à l'automne, tu économiseras de l'argent. Alors, c'est d'accord? Le jeune homme jeta un coup d'œil distrait par la fenêtre. Il faisait un temps glacial dehors. Lucie sourit et tendit la main. Oui. Bien, tu vas aller dans la cabine d'essayage maintenant. Ils vont vous trouver une robe. Vous ne pouvez pas monter sur scène dans cet état. Il se tourna à nouveau vers le directeur artistique, et si un salaud, je répète, un salaud ose offenser la fille, je le tue en enfer. Lucie sourit légèrement et redressa ses épaules étroites. Elle avait déjà remporté une victoire. En retournant au refuge ce jour-là, elle jeta un coup d'œil dans la cuisine, où Martha s'affairait comme d'habitude. Dodue et de taille moyenne, la cuisinière était la préférée des enfants de tous âges, des plus petits aux grands adolescents. Gentille, amicale, toujours prête à verser du thé et à régaler avec des biscuits. Il venait la voir pour discuter, et Martha ne disait jamais qu'elle était trop occupée. Personne ne connaissait son âge exact. Il n'y avait pas une ride sur son visage rond et rose, mais son regard était mûr, perspicace et profond. Lucie, comme tout le monde, aimait la joyeuse cuisinière, mais en plus de l'aimer, elle partageait aussi quelques secrets. Martha était un intermédiaire. Elle vivait près de la maison de la grand-mère de Lucie, et parfois la jeune fille lui demandait de prendre des nouvelles de sa grand-mère, de voir si elle avait besoin d'aide. Lucie ne pouvait rendre visite à sa grand-mère qu'une fois par semaine, et même dans ce cas, les soignants insistaient pour que la grand-mère vienne elle-même. Si auparavant, au prix de quelques efforts, la grand-mère parvenait à le faire, aujourd'hui, elle ne sortait pratiquement plus de la maison. Martha répondait volontiers aux demandes de Lucie, en retour, la jeune fille l'aidait à faire le ménage et la vaisselle. Martha, dit-elle en retenant difficilement un sourire satisfait, a trouvé un travail. Nous pourrons payer l'opération de grand-mère à l'automne. Tu peux lui dire que c'est bon? Vous avez trouvé un travail? La femme plisse les yeux d'un air sceptique. Assieds-toi et raconte-moi tout. Tu n'as même pas 14 ans. Quel genre de travail est-ce? C'est un travail normal, Martha. Je serai chanteuse. Et où cela peut-il être, je me le demande? Eh bien, Martha, si nous prenions un peu de thé? Lucie, dit la cuisinière, n'esquive pas la question. Où comptes-tu chanter? Eh bien,
La jeune fille a pris un torchon et a commencé à essuyer la table. C'est dans un restaurant, tout près d'ici, seulement 2 soirs par semaine. Et le gérant, c'est un bon gars. Il a dit à tout le monde de ne pas m'embêter. Et il me ramène même chez moi. Un manager, mais Martha, j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez. S'il vous plaît, ne dites pas non, d'accord ? Martha versa du thé dans des tasses et sortit une boîte de biscuits de quelque part dans le placard de la cuisine. Oh, Lucie, se dit-elle. Maintenant, qu'elle le veuille ou non, elle va devoir l'aider. Sinon, elle pourrait demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Et qui sait comment cela se terminerait. Très bien, comment puis-je vous aider ? Demanda la femme en s'asseyant à la table. Voulez-vous que je joue avec vous ? Lucie rit. Laissez-moi juste sortir par la porte de derrière 2 nuits par semaine, Martha. D'accord. Je peux rentrer par la fenêtre. Elle n'est pas trop haute. J'ai essayé. Tu veux bien m'aider ? S'il vous plaît. Tu ne veux pas dire aux soignants qu'ils te laisseront peut-être partir ? Oh, mais qu'est-ce que je dis ? Exactement, acquiesce la jeune fille en prenant une bouchée de son biscuit. D'accord, le côté cuisinier. Mais promets-moi quelque chose. Tu veux que je fasse la vaisselle après le dîner ? Oh, je n'ai pas besoin de ta vaisselle. Je parle d'autre chose, Lucie. Présente-moi ton directeur, celui qui est si gentil, d'accord ? Je veux lui parler. D'accord, je lui parlerai. Je lui transmettrai tout. Martha accepte de le rencontrer immédiatement. Il s'est même senti soulagé lorsqu'il s'est rendu compte qu'au moins quelqu'un s'intéressait à la jeune fille. Lucie n'était donc pas seule au monde, cette brave Lucie. Il rencontra Martha elle-même à la porte du restaurant et l'escorta jusqu'à la salle. Je vous en prie, asseyez-vous, dit-il en faisant un signe de tête vers un grand tabouret au comptoir. J'ai un café pour madame. Je préfère le thé. Comme vous voulez, répondit Martha. Je m'appelle Arthur Grant et vous ? Je suis juste Martha, répondit-elle. Je travaille à la cuisine de l'orphelinat comme cuisinière. Merveilleux. Lucie m'a parlé de vous. Vous êtes la voisine de sa grand-mère ? Pas vraiment une voisine, mais j'habite tout près. Je lui rends visite pour prendre de ses nouvelles. Bien sûr, Hélène, la grand-mère de Lucie, n'est pas au courant, explique Martha en jetant un coup d'œil dans le couloir. Et il vaut mieux qu'elle ne le sache pas. Elle préférerait mourir plutôt que de laisser sa petite fille l'accueillir ici, ajoute Martha. Faites-moi confiance, Martha, dit Arthur. Nous avons ici un établissement très respectable. Bien sûr, ce n'est pas pour une jeune fille, mais dans d'autres endroits, croyez-moi, personne ne pourrait garantir sa sécurité. Ici, je m'en porte personnellement garant. Vous pouvez être rassuré pour Lucie. Je peux vraiment, demande Martha en souriant. Vous pouvez, dit Arthur avec confiance. Et vous, je suppose, êtes aimé des enfants. Ils m'aiment, admit Martha avec fierté, et je les aime. C'est pourquoi j'ai décidé de travailler à l'orphelinat. Je n'ai pas d'enfants, et je n'en aurai peut-être jamais. Mais au moins, je trouve de la joie auprès de ces enfants. J'ai une fille, dit Arthur, la voix soudain tremblante. Elle a 13 ans, comme Lucie. 13 ans. Avoir une fille, c'est le bonheur. Au bonheur, répète-t-il. Est-ce qu'elle va bien à l'école, demanda Martha, juste pour dire quelque chose. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Sa mère et moi nous sommes séparés alors qu'elle avait à peine 2 ans. Ils sont partis quelque part en Europe et ont promis d'appeler. Vous savez, Lucie m'aime. Elle me rappelle beaucoup ma femme. Si je n'étais pas sûre qu'elle était avec notre fille en Europe, je croirais que c'est ma fille. Parfois, j'oublie même qu'elle n'est pas de mon sang,
dit Arthur en détournant le regard. Martha reste silencieuse, ne sachant que dire. Chacun a sa propre amertume, et si quelqu'un vous a ouvert le rideau de son âme, c'est qu'il doit vraiment être en difficulté. Il suffit de regarder et d'écouter. Arthur la regarde à nouveau, droit dans les yeux. Tu comprends maintenant pourquoi je ne laisserai personne faire du mal à Lucie? Martha acquiesce. Oui, maintenant je comprends. Quelques mois plus tard, Arthur était assis à côté de Lucie, pâle et souriante, ne sachant que faire. Laisse-moi te ramener chez toi, lui propose-t-il. Tu as peur. Où dois-tu aller sur scène? Vous pouvez vous reposer aujourd'hui. Pas besoin, monsieur Grant. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Elle se lève et ajuste sa robe de concert. Le volant de l'ourlet s'était fissuré, mais cela ne se voyait pas. Je vais chanter. Pendant ce temps, dans la chambre d'hôpital, Andrew Rogers est sous perfusion. Un capteur émet un bip sonore au-dessus de sa tête. Il ne le voyait pas et ne voulait pas le voir. Il s'agissait probablement d'une sorte de dispositif technologique effrayant qui s'assurait qu'il n'allait pas se casser la figure ici. Andrew s'efforça de se souvenir de la raison de sa présence ici. Ils étaient sortis avec des amis dans un restaurant. Oui. C'est vrai. Il avait invité tout le monde, fêtant une bonne affaire, et puis... Soudain, il s'est senti mal. Mais pourquoi? Tout semblait aller bien, et puis, comme une aiguille acérée et scintillante, un souvenir lui a transpercé le cerveau. Une fille, presque une fille dans une longue robe argentée, de longs cheveux tombant en cascade sur ses épaules. Jane. La sienne. Jane. Mais comment? Tant d'années ont passé. Pouvait-elle rester la même que lors de leur dernière rencontre? Le capteur au-dessus de sa tête émet des bips de plus en plus fréquents et de plus en plus forts. Une infirmière se précipita immédiatement dans la chambre. Monsieur Rogers, vous allez bien? Non, je vais bien, répond-il brutalement. Je suis allongé ici sous perfusion et j'en profite. Partez, s'il vous plaît. Si vous paniquez, vous vous sentirez encore plus mal. Tu ne devrais pas t'énerver, mon cher. Je ne t'ai rien demandé et tu ne m'es pas cher. Si vous continuez à être impoli, ajoute-t-elle calmement en ajustant le cordon de perfusion, je vous donnerai un sédatif. Vous êtes bien plus beau quand vous dormez. Et probablement encore plus beau quand tu es mort, n'est-ce pas? Hurla-t-il. Sors de là. Arrêtez de m'embêter. Je parlerai de vous au médecin plus tard. Je ne sais pas qui ils engagent par ici. La fille ajusta calmement la roue de la perfusion, redressa sa couverture et s'en alla lentement. Il grommela, ne comprenant pas contre qui il était en colère, contre lui-même pour avoir été impoli, contre l'infirmière pour ne pas avoir été effrayée par sa colère, ou peut-être contre cette stupide impuissance qui était la sienne, allongée ici, effrayée à l'idée de bouger le moindre muscle. Jane l'a toujours fait se sentir impuissant, mais il ne s'en rend compte que maintenant, alors qu'avant c'était l'inverse. Andrew ferma les yeux, pour la première fois en 15 ans. Il se souvint de tout depuis le début. Il lui sembla même que le parfum enivrant du lilas flottait à nouveau dans l'air et qu'il avait à nouveau 22 ans. Avec ce printemps magique si particulier, il passe toutes ses soirées assis sur un banc près de l'entrée, sans jamais lâcher sa guitare. Il ne joue pas très bien, bien sûr, mais un gars avec une guitare, c'est toujours attirant, n'est-ce pas? Les voisines l'entourent, ignorant qu'elle ne l'intéresse pas le moins du monde. Il a son propre premier amour, inconnu de tous, mais elle ne semble pas s'en soucier. Jane ne rentre pas avant 9 heures du soir. Il sait qu'elle travaille dans un bureau de nouveaux riches pendant la journée et qu'elle suit des cours de langue avec un tuteur le soir. Elle veut devenir traductrice et quitter un jour cet endroit. Il ne veut pas partir, mais pour Jane, il est prêt à tout. Cependant, elle ne le remarque pas.
Elle passe à côté de lui, sans même tourner la tête. Et là, il n'arrive même plus à respirer correctement. Elle est si mince, avec une posture droite, rapide comme une flèche, qu'on a l'impression qu'elle pourrait s'envoler. Dans son tailleur strict, ses talons et ses cheveux lisses. Alors qu'il s'endort, il joue avec lui-même à un jeu captivant. Il imagine Jane en robe de soleil, les cheveux lâchés. Elle marche dans un champ de camomille, l'herbe cédant doucement sous ses pieds nus. Ses cheveux sentent la camomille et scintillent au soleil, et Jane rit de bon cœur et de manière invitante, l'entraînant avec elle, et il la suit, toujours enchanté par son rire, et elle l'embrasse, tout comme elle rit, de bon cœur et de manière invitante. Jane. Un jour, il osa enfin l'appeler. Elle tourna la tête et s'arrêta, comme si elle le remarquait pour la première fois, comme s'il n'avait pas été là tous les soirs. Bonjour, on se connaît? Nous nous connaissons depuis plus d'une vie, a-t-il lancé. Peu importaient les bêtises qu'il déblatérait maintenant. L'essentiel était qu'elle ne parte pas. Elle resta là à l'écouter. Dans une vie antérieure, tu t'appelais Esmeralda et moi Quasimodo. Tu vois, tu commences à te souvenir, sourit-elle poliment, et quel est ton nom dans cette vie? Je m'appelle André. Alors, Andrew, non André, c'est plus intéressant comme ça. Enchanté, André. Elle se dirigea vers la porte. Elle va partir, paniqua-t-il, et il sauta du banc. Écoutez, Jane, voulez-vous monter sur le toit, boire du champagne, et je vous raconterai toutes nos vies passées. Il y a beaucoup de choses à se rappeler. Et le champagne, bien sûr, sur ma note, demanda-t-elle ou déclara-t-elle. Sur la mienne, s'empresse-t-il de répondre, tout est à ma charge, le toit, le champagne, tout ce que tu veux. Oh, quelle douce romance printanière et mielleuse c'était. Il grimpa sur les toits comme un chat sauvage, à la recherche de la meilleure vue, pour elle. Et il dépensait près de la moitié de son salaire pour acheter le meilleur champagne, également pour Jane. Il a même composé des chansons qui lui étaient toutes dédiées. Jane riait et disait qu'il aurait dû être un troubadour. Et on ne pouvait pas dire au premier coup d'œil que c'était quelqu'un de sérieux, un géologue. Il ne prêtait pas attention à ses plaisanteries affectueuses. Eh bien, dites-moi, pourquoi avez-vous besoin de cette aventure à l'étranger? Cette question le hantait. Nous pourrions très bien nous installer ici. Tu apprends les langues. Tu pourrais donner des cours particuliers. Tout le monde est obsédé par le français de nos jours, n'est-ce pas? Quel bonheur de s'occuper d'écoliers. Vous n'avez pas forcément à vous occuper d'écoliers. Les adultes n'apprennent-ils pas des langues? Vous apprenez. Jane étendit ses longues jambes sur ses genoux et fronça son joli nez. Les adultes apprennent rarement, je suis une exception. Bon. D'accord. Et il passa sa paume le long de sa cheville étroite jusqu'au genou et vice-versa. Sa peau était douce comme de la soie. Tu ne veux pas de cours particuliers? Il y a d'autres options. Comme quoi? Comme être traducteur. Tu prends un livre étranger et tu le traduis lentement. Tu pourrais même gagner de l'argent pendant ton congé de maternité. Un bon salaire, plus mon salaire. Nous pourrions vivre décemment. Ne me parle pas de congé maternité. Elle s'est immédiatement levée d'un bond et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce. Comment peux-tu ne pas comprendre? J'ai consacré tant d'efforts et de temps à mon avenir depuis l'école. J'ai étudié jusqu'à en perdre la tête pendant que tout le monde s'amusait. Pendant les vacances, j'ai bûché sur de nouveaux sujets, je me suis inscrite à tous les concours et à toutes les Olympiades, et je me suis frayé un chemin jusqu'à la médaille d'or. Et vous croyez que c'était facile d'entrer à l'université? J'ai trimé comme un bagnard, puis j'ai dû m'accrocher à cette maudite faculté prestigieuse. Bien joué, remarqua-t-il, sans quitter des yeux la silhouette élancée de la jeune femme. Vous êtes déterminé. Et mon travail, tu crois que je l'aime?
Pourquoi travaillez-vous là-bas alors pour la prospective? Jane prononça chaque syllabe séparément. J'apprends des langues aussi pour avoir une bonne vie à l'avenir, et tu racontes n'importe quoi sur le congé maternité, la cuisine laitière, plus 20 kilos de prise de poids et la vie. Quelle vie? Le terrain de jeu du magasin. Je ne vis pas pour ça. J'ai compris. Ne continue pas. Il la serra dans ses bras, l'attirant près de lui, et l'embrassa longuement jusqu'à ce que Jane redevienne tendre et conciliante. Un jour, il la persuadera. Un jour, il le ferait. Le temps cessa d'exister. Il vivait comme s'il passait d'une rencontre à l'autre, et rien, absolument rien ne comptait, sauf sa voix, le parfum de ses cheveux et la fraîcheur de sa peau. « Tu m'aimes? Dis-moi que tu m'aimes, » insistait-il. Mais elle ne répondait jamais, seulement une fois, froidement, en le regardant droit dans les yeux, elle a dit « Jamais aucun amour ne ruinera ma vie. » « Qu'est-ce que tu racontes ?» s'étonna-t-il. Et ce n'est que bien plus tard qu'il comprit qu'il s'agissait d'un adieu. Jane l'aimait, c'est certain, mais elle se préparait à se séparer parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Elle avait dit à plusieurs reprises que rien n'était plus important pour elle que l'avenir dont elle avait rêvé. Elle avait parlé, lui, l'idiot, ne pouvait pas l'entendre, ne pouvait pas croire qu'elle ne plaisantait pas. Jane a étudié fiévreusement à l'école pour devenir médaillée d'or. Elle a trouvé un emploi auprès d'un riche imbécile, a bachoté des langues le soir, tout cela pour réaliser son rêve de vivre dans un pays européen où rien ne sort de l'ordinaire, où l'on peut vivre une vie confortable et tranquille et se sentir en sécurité, et qu'est-ce que lui, un jeune imbécile amoureux d'une guitare, pouvait lui donner? Une grossesse, un mariage arrangé à la hâte, puis des brûlures d'estomac, des gonflements, une silhouette abîmée par l'accouchement, des nuits blanches avec un bébé qui pleure. Une vie morne où il faut se serrer la ceinture pour économiser le moindre centime. Un mari rassis, des maladies infantiles, des réunions parents-professeurs, elle l'a compris et n'a pas voulu trahir son rêve. C'est ce qu'elle voulait me dire à l'époque, pensa l'homme avec lassitude. Elle voulait me dire qu'elle m'aime, mais elle ne renonce pas à ses projets, même par amour. Après cette rencontre, il ne l'a plus jamais revue, sa mère s'est contentée de hausser les épaules devant toutes ces questions désespérées. Elle est partie, dit-elle, sans dire où. Reviendra-t-elle? Qui sait? Peut-être qu'elle reviendra, peut-être qu'elle ne reviendra pas. Elle reviendra? Se rassure-t-il pour ne pas devenir fou. Elle ne peut pas être sans moi. Elle reviendra. Je n'ai qu'à attendre. Et c'est ainsi qu'il a attendu, l'attendant avec impatience chaque jour. Il se dépêchait de rentrer du travail, espérant que Jane reviendrait et frapperait à la porte de l'appartement qu'il louait. Par habitude, il achetait du champagnat. Il restait assis pendant des heures près de la fenêtre, ne voulant pas manquer le moment où elle battrait vivement des talons sur la route menant à l'entrée. Cette attente futile l'épuisait, le vidait complètement, et sûrement, à un moment donné, il devint trop fatigué d'attendre. C'était à la fin de l'automne, le dernier vendredi de novembre. Il rentra du travail et s'apprêta à s'installer près de la fenêtre comme usual, serrant un pléti, mais il réalisa soudain qu'il n'en avait pas envie. Il ne voulait rien du tout, juste dormir. Il lui sembla soudain qu'il n'avait pas dormi depuis une bonne centaine d'années. Peut-être même plus. Il s'était écroulé dans son lit le vendredi et ne s'était réveillé que le dimanche matin. Et c'est tout. Il se sentait libre et vide à la fois. Comme si tout était devenu soudainement indifférent, Jane était partie et ne reviendrait jamais. Il ne la reverrait jamais. Il devait donc simplement vivre. Vivre, tout simplement. Au fond, ce n'était pas la pire des idées. Il voulait juste savoir comment y parvenir. Il n'y a pas si longtemps, le monde qui l'entourait était rempli de musique, de couleurs vives et de parfums, mais il s'était soudain assombri, avait perdu ses couleurs et était devenu silencieux. Les attentes brisées et les espoirs usés ressemblaient à un air que l'on arrache d'une dent. La dent est restée,
mais elle a perdu toute sensibilité. Les premiers jours, il a vécu comme un robot programmé. Il se levait le matin parce que l'alarme sonnait, prenait son petit déjeuner parce que son corps avait besoin de nourriture, allait au travail parce qu'il le fallait. Et aussi parce que le travail donnait un semblant de sens à sa demi-vie fantomatique. Et puis, d'une manière ou d'une autre, c'est devenu plus facile. Un ami l'a invité à partir en expédition quelque part dans la nature, à la recherche de pétrole, et c'est exactement ce dont il avait besoin. C'était exactement ce dont il avait besoin. Un changement complet de décor, semblait-il. Le travail acharné, les nouveaux défis et l'épuisement sain l'ont guéri. Il se souvient très bien qu'une fois, assis près d'un feu de camp, il s'est soudain senti heureux, venu de nulle part. Cela sentait la pomme de pin. Il était rassasié et la chaleur rayonnait du feu. Il savait exactement ce qu'il ferait demain et à quel point son travail était important pour les autres. Et dans quelques semaines, la nouvelle année arriverait. Cette année heureuse et terrible s'achèverait. Les aiguilles de l'horloge avanceraient et une nouvelle page s'ouvrirait. Elle s'ouvrirait, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Pourquoi ne le serait-elle pas? Il n'a jamais su s'il avait oublié Jane, s'il était tombé amoureux, ou s'il s'était simplement résigné à son départ et avait préféré ne pas s'y attarder. Ce qui est fait est fait. Et puis, il y a eu cette soirée au restaurant, et Jane qui n'a pas été touchée par le temps. C'est absurde, c'est absurde. Mais alors? Qu'y a-t-il vu là? Il chercha le bouton d'appel de l'infirmière qui apparut au bout d'une minute. Je suis là, monsieur Rogers. Combien de temps suis-je censé rester ici? Le travail m'attend. Quand est-ce que je pourrai sortir de l'hôpital? L'infirmière ne perd pas son calme habituel. Il est préférable d'en discuter avec le médecin, monsieur Rogers. Mais je pense que ce sera très bientôt. Très bien, passez-moi le téléphone. J'ai besoin de savoir ce qui se passe sans moi. Je crains que ce soit hors de question. Quoi? Vous êtes sur ordre du médecin traitant, dit-elle avec un sourire charmeur. Lire les nouvelles? S'engager dans des négociations commerciales, tout cela peut provoquer des émotions fortes. Tout cela est contre-indiqué pour vous. Et elle regarda attentivement le capteur qui émettait des bips au-dessus de la tête du patient. Il avait vraiment envie de jeter quelque chose sur ce bac de soins de santé, mais malheureusement, il n'avait rien de lourd sous la main. Les journées du mois d'août ont été chaudes, comme si l'été avait décidé de déverser toute la chaleur qui lui restait. Par ces chaudes soirées d'été, toutes les fenêtres de la maison d'enfants étaient grandes ouvertes et, depuis la rue, les conversations des soignants s'infiltraient tranquillement et de manière apaisante. C'est vraiment bien qu'il nous ait donné ce centre de repos près de la datcha, n'est-ce pas? C'est bon pour les enfants d'être dans la nature et pour nous de nous détendre un peu. Merci au nouveau maire, remarque l'une des assistantes maternelles. C'est bien dans un sens, bien sûr, mais vous étiez là, répond une autre. J'étais là en hiver, après qu'il nous ait offert ce cadeau, est allé avec le directeur voir ce qu'il en était. Et je peux vous dire que l'installation était abandonnée et qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais ils nous ont assigné une équipe de réparation. C'est vrai, mais ils n'ont fait que réparer les bâtiments et pour ce qui est de l'environnement, avant on pouvait organiser les enfants pour qu'ils fassent des travaux d'intérêt général, mais maintenant ils appellent ça de l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine. Oh, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Deux jeunes filles de 13 ans, assises dans leur chambre, écoutent la conversation avec curiosité. En entendant la dernière phrase, elles échangent un regard complice et gloussent doucement. Cette vieille grincheuse de Madame Harris trouve toujours à redire? Chuchote Alice. Ils nous ont donné la datcha. Mauvais. Ils ont fait les réparations. Mauvais encore. Lucie jeta un coup d'œil à l'horloge et posa un doigt sur ses lèvres. Vous partez déjà? Alice haussa les sourcils de surprise. Il est encore tôt. C'est l'heure,
Merde. Lucie se dirigea vers la porte sur la pointe des pieds et jeta un coup d'œil dans le couloir. En général, les soirées du week-end étaient calmes, surtout en été. Maintenant que certains enfants avaient été emmenés dans un centre de loisirs plus grand, transformé en chalet d'été pour l'orphelinat, le bâtiment et ses environs étaient plus calmes. Le temps lui-même semblait ralentir. Il n'y avait pas de rythme frénétique. Au contraire, c'était un flux doux et mielleux. Après le dîner, les aides-soignants ont sorti des chaises et une petite table à thé pour s'asseoir sous le porche. Certains avec leur téléphone, d'autres avec des livres. Ceux qui voulaient bavarder se promenaient tranquillement le long des parterres de fleurs ou se rendaient au belvédère pour ne pas déranger les autres. C'était un moment paisible et détendu. Lucie se faufila silencieusement par la porte et se dirigea vers le réfectoire. Bien sûr, il n'y avait plus personne. On n'entendait que le clapotis de l'eau provenant de la cuisine. « Martha » dit Lucie en chuchotant. La cuisinière se retourna, son visage rond et rougi s'éclaira d'un sourire. Elle s'essuyait rapidement les mains avec une serviette et s'approche de Lucie. « C'est déjà l'heure de partir ? » « Oui, Martha, as-tu déjà rendu visite à grand-mère ?» La cuisinière soupire, lissant la frange ébouriffée de Lucie. « Oui, je lui ai rendu visite. » « Eh bien, qu'est-ce que je peux dire ? » ?»« Ce n'est pas bon. Il faut l'opérer. » »« Nous le ferons, » dit Lucie avec confiance. « J'ai économisé pas mal d'argent, Martha. Je travaillerai encore un mois, et puis... » Oh, ma chérie, les larmes montent aux yeux de la femme. Chaque fois qu'il te laisse partir, mon cœur se serre. Et si quelqu'un te faisait du mal ? Je suis si inquiète pour toi, Lucie. Martha s'approcha de la porte de l'entrée arrière et jeta d'abord un coup d'œil à l'extérieur. On dirait qu'il n'y a personne. Allez-y. Que Dieu te bénisse. Lucie s'élança à l'extérieur et se précipita vers la clôture en fer. La franchir avec une facilité déconcertante n'était pas un problème. L'essentiel était de ne pas se faire prendre, mais jusqu'à présent, la chance était de son côté. Surveillant les arrières de Lucie, la cuisinière se croisa. L'automne ne saurait tarder. La jeune fille gagnerait ce dont elle a besoin et oublierait ce restaurant. Même si Arthur s'avérait être un homme bien, tenant sa parole et s'occupant de la petite chanteuse comme si elle était la sienne, ne permettant à personne de lui jeter le moindre regard de travers, qu'est-ce qu'une enfant faisait dans une boîte de nuit ? Martha sortit son téléphone de sa poche et tapa rapidement un message. « Arthur, elle arrive. Rejoins-la. » Et rougissant légèrement d'embarras, elle ajouta un smiley avec un cœur. Elle n'en avait encore parlé à personne, mais après leur première rencontre, Arthur a rappelé et invité Martha à dîner. Depuis, ils ont commencé à sortir ensemble, et récemment, il a commencé à parler de mariage. « Comment as-tu pu, Arthur ?» demande Martha avec crainte. « Je ne suis pas votre égale. Je ne suis qu'une simple femme, cuisinière à l'orphelinat, et toi, et moi, dit-il en posant doucement un doigt sur ses lèvres, nous voulons être ton mari, parce que tu es sincère, gentille, vraie, et que l'on ne sait toujours pas qui est l'égal de qui. » Martha ne portait pas la bague qu'il lui avait offerte au travail, mais la gardait toujours dans son sac à main, et dès qu'elle avait un moment de libre, elle la sortait pour la caresser. « Ne t'inquiète pas, Martha. Lucie est déjà là, mon amour, dit le message. C'est comme ça que ça se passe. Amour. Et qui aurait cru qu'un homme aussi raffiné, intelligent et attentionné puisse tomber amoureux d'une femme aussi ordinaire et banale ? Martha se souvint du rire qu'elle avait eu lorsqu'un gitan lui avait prédit un tel mari, il y a 20 ans. Tu le rencontreras dans un endroit bruyant, avait-elle dit. Il t'aimera de tout son cœur. Ne le repousse pas, crois en lui et tout ira bien. À l'époque, Martha pensait que tout cela n'était que des bêtises, mais regardez, c'est devenu réalité. Andrew Rogers s'est regardé dans le miroir. Oh, oui,
il avait l'air en pleine forme après avoir passé un mois dans un lit d'hôpital. Il était amaigri, pâle comme du papier. Il y avait des cercles sous ses yeux, si profonds qu'on ne pouvait pas savoir si c'était à cause d'un problème de santé. On ne pouvait pas dire si c'était parce qu'il n'avait pas pu dormir pendant un mois ou si quelqu'un l'avait battu. Même ses cheveux semblaient s'être clairsemés, et il se passa la main sur la tête. Il devrait aller chez le coiffeur, mais il s'en passait, bien sûr. Il gloussa en se rappelant que, dans sa jeunesse, il n'avait jamais mis les pieds chez un coiffeur. À l'époque, il portait ses cheveux longs jusqu'aux épaules et en était fier. Les filles aimaient ça et l'enviaient, ce qui n'était pas étonnant. Il avait une crinière d'un autre genre, épaisse, couleur blé, et ses cheveux formaient de grosses boucles. À l'époque, il ne voyait les ciseaux du coiffeur que dans ses cauchemars, mais maintenant, une fois par mois, comme une horloge, il se faisait couper les cheveux pour la première fois juste après Jane. Au Nouvel An, il tendit la tondeuse à son ami et lui ordonna sèchement, « Rase tout, j'en ai assez de ces mèches. » « Ton cœur va geler sans elle, » s'esclaffe son ami, mais Andrew ne recule pas. « Rase-toi, je te le dis, je commence une nouvelle vie. » Son ami n'a pas discuté, et c'est étrange. Alors que ses boucles luxuriantes tombaient sur le sol, le sentiment d'être enfin libéré du passé devenait de plus en plus fort. Il devrait peut-être se raser le crâne à nouveau, mais peut-être pas. C'est un homme respectable maintenant. Les gens ne comprendront peut-être pas, mais il a vraiment besoin d'aller chez le coiffeur. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il a d'autres projets. Il ajuste sa cravate, prend les clés de la voiture et quitte la maison. À cette heure-ci, il y a encore beaucoup de place pour se garer près du restaurant, à juste titre d'ailleurs, car seuls ceux qui ont du travail le lendemain viennent ici à cette heure-là, ce qui signifie seulement un dîner et une petite quantité d'alcool. Ce n'est qu'après minuit que les fêtards affluent et que les réjouissances alcoolisées commencent. « Bonjour, Andrew », acquiesce le gérant. « Bonjour, Arthur, il faut qu'on parle. »« Je t'écoute. » Andrew soupire. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été ouvert et insouciant, et il n'avait plus l'habitude de s'excuser. « J'ai fait une erreur la dernière fois. Je suis désolé, pardonne-moi. » « C'est bon, alors n'écoutez pas, je ne sais même pas ce qui m'a pris. Ils m'ont emmené d'urgence à l'hôpital, mais j'y suis resté un mois. Ils ont dit que c'était une grave crise cardiaque. Et tu sais quoi? J'ai aimé une fille une fois, tellement qu'elle m'a quitté, vous comprenez, c'était il y a si longtemps, des années, et j'ai vu votre chanteuse et je n'en ai pas cru mes yeux. C'est elle. Qui est-elle? Demanda Arthur froidement. Cette fille, Arthur, je l'ai presque perdue. Comment se fait-il qu'elle soit la même et surtout qu'elle n'ait pas changé? Est-ce possible? Bref, il faut que je la voie. Je veux lui parler. Aidez-moi. Andrew, le manager, dit, vous ne le savez peut-être pas, mais notre chanteuse n'est encore qu'une enfant. Nous lui avons donné du travail dans des circonstances exceptionnelles. Grâce à son maquillage, elle a l'air d'une adulte, mais en réalité, elle n'est qu'une petite fille. Elle ne peut pas être la fille dont vous parlez. Et si c'était sa fille, persiste l'homme, ou sa petite sœur? Nous ne savons rien des parents de la jeune fille, répondit Arthur avec irritation. Elle vit et est élevée dans un orphelinat, et pour ce qui est de la ressemblance, eh bien, des choses plus étranges sont arrivées. Lucie me rappelle quelqu'un aussi, mais ce n'est pas une raison pour penser cela. Bref, je m'excuse. Attendez, Arthur. Andrew a attrapé la manche du manager. Je comprends tout, mais il faut que vous me compreniez aussi. Je dois la voir. Il le faut. Je suis obligé. Juste pour savoir que je n'ai pas perdu la tête. J'ai failli le perdre à l'hôpital, et maintenant je semble avoir survécu, mais je ne sais pas si je dois continuer à vivre comme avant, ou si je dois juste aller à l'asile de fous et me rendre. Laissez-moi juste lui parler.
Je jure que je ne poserai pas un doigt sur elle. Vous voulez qu'on parle en votre présence? Arthur, s'il vous plaît. Arthur secoua la tête, le pauvre. Il ne savait probablement plus ce qu'il avait dans la tête. Je vais amener Lucie dans le hall. Vous pourrez parler ici. En ma présence. Maintenant, asseyez-vous. Je vais amener la fille. Andrew s'assit docilement à la table la plus proche. Lorsque le directeur entra dans la salle avec Lucie, son cœur se remit à battre la chamade. Je pourrais tout aussi bien mourir ici, pensa-t-il tristement. Autant mourir ici. Arthur s'approcha et tira une chaise pour Lucie. Prenez place. Andrew voulait juste discuter avec toi, et maintenant nous allons savoir de quoi il s'agit exactement. La jeune fille s'assit et regarda l'étranger d'un air interrogateur. Il ne restait plus aucune trace de peur après leur première rencontre. Elle ressemble tellement à Jane, pensa-t-il encore. C'est comme si on voyait le même visage. Je suis, commença-t-il en se raclant la gorge. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé la dernière fois. Je n'étais pas moi-même à l'époque. J'étais malade, mon cœur. Pardonne-moi. Accepté, sourit Lucie. Comment te sens-tu maintenant? Pas mal, merci. Je voulais vous demander quelque chose. Vous ressemblez vraiment à une de mes anciennes connaissances, presque trop. J'ai donc pensé que vous étiez peut-être apparentés. Dis-moi, tu sais quelque chose sur tes parents, ta mère, ton père? Ils ont divorcé il y a longtemps, dit la jeune fille en haussant les épaules. Je ne me souviens pas de mon père, je ne connais même pas son nom. Ma grand-mère a changé tous mes papiers quand ils m'ont confié à elle. Elle m'a même donné son nom de famille et changé mon patronyme. Je vois, et ta mère, tu t'en souviens? Ma grand-mère m'a dit qu'elle m'avait laissé avec elle. Je ne sais pas où elle est, mais grand-mère a dit qu'elle était en France, je crois. Mais personne n'en est sûr. Les deux hommes regardent Lucie brusquement. Quel est son nom, Andrew Claryfide? Ta mère? Jane Murray, mes envoyés. Arthur, qu'est-ce qui ne va pas? Arthur s'enfouit le visage dans les mains. Le nom de ta grand-mère est Hélène, demanda-t-il d'une voix rauque. Oui, Hélène Taylor. C'est ma grand-mère. Pourquoi? Que se passe-t-il, monsieur Grant? Il porte ses mains à son visage, ses yeux sont rouges et enflammés. Rien, dit-il. C'est juste que tu es ma fille, peut-être que ta grand-mère ne te l'a pas dit, mais elle a aussi changé ton nom. Je t'ai appelée Laura. Il est resté silencieux pendant un long moment. Jane et moi nous sommes séparés il y a 15 ans, dit Andrew. Et quel âge as-tu? 13 ans. Vous n'êtes pas responsable de tout cela, dit Arthur avec lassitude. Jane, ma femme, m'a dit qu'elle venait de mettre fin à une liaison passionnée. Elle a même loué un appartement dans un autre quartier de la ville pour que nous ne nous rencontrions pas accidentellement. Apparemment, elle voyait plus de potentiel en moi. À l'époque, je travaillais déjà dans la restauration et elle n'arrêtait pas de me pousser à aller en Europe pour y ouvrir un restaurant. Ouais, elle était obsédée par l'Europe pendant tout le trajet. Andrew a grommelé en signe d'approbation. C'est comme si elle avait regardé trop de films. Quelle absurdité, comme si les gens ne vivaient pas ici. Oui, c'est vrai. Elle n'arrêtait pas de me presser et je refusais, mais elle insistait et finalement nous avons décidé d'aller en France, juste pour des vacances, pour regarder autour de nous. J'espérais que Jane se rendrait compte que les choses ne sont pas aussi simples là-bas non plus. Et nous sommes revenus de ce voyage en trio. Lorsque nous avons appris la grossesse, Jane semblait si heureuse. Ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'elle espérait simplement que l'enfant lui donnerait plus d'influence sur moi. Et puis Laura est née.
ma femme a commencé à me dire tous les jours que notre fille allait devoir grandir dans l'imprévisibilité, que rien ne pouvait être planifié ici, pas même pour l'année à venir, et que si j'étais une personne responsable, j'aurais déménagé la famille en Europe depuis longtemps, où l'on peut vivre et élever des enfants en toute tranquillité. Ah, des discours si familiers, s'esclaffe Andrew, calme, prospérité, stabilité, prévoyance. Nous n'avons cessé de nous disputer, acquiesce Arthur. J'en suis tellement fatigué. J'aurais divorcé si ma fille n'avait pas été là. Et un jour, en rentrant du travail, je n'ai trouvé personne, ni ma femme, ni Laura, ni leurs affaires, juste un mot sur la table disant qu'elle partait pour toujours. Je me suis empressée d'appeler ma belle-mère, mais elle m'a répété la même chose. Que Jane et Laura étaient partis pour que je ne l'appelle plus jamais. Je ne sais pas ce que ma femme lui a dit sur moi. Mais évidemment rien de bon. Grand-mère dit que maman est venue la voir et lui a dit qu'elle devait partir pour des affaires, et qu'elle n'est jamais revenue. Grand-mère est même allée voir la police. Ils ont vérifié partout et ont découvert que maman avait des documents prêts à partir depuis longtemps. Mais seulement pour elle, pas pour moi, dit Lucie avec tristesse. Elle ne voulait pas m'emmener avec elle. Grand-mère a probablement décidé que personne n'avait besoin de moi, et c'est pourquoi elle a changé les documents. Elle voulait obtenir la tutelle, mais ils ne l'ont pas autorisée. Ils ont dit qu'elle était déjà trop âgée pour élever seule un enfant, et maintenant j'économise pour une opération. Tu n'économiseras plus, mon enfant, dit Arthur avec fermeté. Aujourd'hui, nous allons chez grand-mère pour lui dire de se préparer à l'opération. Je prendrai en charge tous les frais. Et moi, dit Andrew pensivement, je suppose que je vais chercher un bon chirurgien. C'est dommage pour grand-mère. Même si elle a elle-même élevé une telle fille, c'est quand même dommage. Elle aurait sans doute voulu que les choses se passent mieux. La douleur et la confusion qui l'avaient tourmentée se sont dissipées. Il n'y avait plus de mystère, plus de questions sans réponse, et l'image de Jane, si brillante il y a peu, s'estompa soudain et commença à se brouiller. Eh bien, dit-il en se levant, je suis heureux que tout se soit arrangé. Encore une fois, je vous prie d'accepter mes excuses, et à propos des médecins, je vous contacterai dans quelques jours, Arthur. Et maintenant, il est temps pour moi de partir. Je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire sans moi. Il sortit dans la rue, se sentant plus sain et plus fort que jamais. Il pensait avoir perdu la tête, avoir piqué une crise dans un endroit décent, avoir effrayé la fille et avoir failli mourir lui-même. Mais en fin de compte, grâce à lui, le père et la fille se sont retrouvés, et Hélène vivra. Si Dieu le veut, comme un vieux sac. Il ne l'aimait pas. Il pensait qu'elle lui avait délibérément caché Jane, qui prenait toujours ses propres décisions. Elle a donc eu ce qu'elle méritait, en abandonnant les personnes les plus proches. Oh Jane, Jane, es-tu heureuse maintenant? Tu as rejoint ton Europe bien-aimée, hein? Eh bien, asseyez-vous là. 2 mois plus tard, Arthur, Martha et Lucie attendent la sortie de l'hôpital de leur grand-mère Hélène. Martha tient un gros bouquet de fleurs, tandis qu'Arthur s'entretient avec le médecin. La petite fille se tient à proximité, tenant la main de son père. Tout s'est bien passé, leur dit le médecin. Compte tenu de son âge, le corps d'Hélène est remarquablement fort. Il y a donc toutes les raisons de penser que son rétablissement se fera en douceur. Bien sûr, elle aura besoin de soins attentifs au début, mais ne la laissez pas oisive. Une activité modérée est essentielle, et ne la laissez pas s'apitoyer sur son sort. Arthur acquiesça et se tourna vers sa fille et son fiancé. Je pense qu'il vaut mieux que grand-mère reste avec nous pour l'instant. Nous lui aménagerons une chambre, nous répondrons à ses besoins. Non, papa, dit Lucie en secouant la tête. Grand-mère sera mieux à la maison. Elle y est plus habituée. Je vais rester avec elle pour l'instant et l'aider. Non, Lucie, rétorque son père.
Nous allons engager une bonne aide-soignante pour grand-mère et nous viendrons lui rendre visite tous les jours. Tu dois te concentrer sur tes études, tes leçons de chant. Et d'ailleurs, il serre sa fille dans ses bras. J'ai vécu trop longtemps sans toi. Je ne veux pas me séparer à nouveau. Oui, ma chérie, papa a raison, dit Martha. Grand-mère a besoin d'une aide spécialisée, de quelqu'un qui a une formation médicale. Mais nous pouvons toujours lui rendre visite et en plus, dit-elle avec un sourire malicieux, bientôt j'aurai besoin de ton aide. Lorsque le bébé arrive, la fille s'exclame avec enthousiasme, un bébé? Et tu n'as rien dit. Nous n'en étions pas sûrs jusqu'à ce matin, explique Arthur. Mais maintenant, tu sais. Tu auras bientôt un petit frère ou une petite sœur et nous ne pouvons pas nous passer de ton aide. Et quand grand-mère sera rétablie, si elle le souhaite, elle pourra emménager avec nous. 10 ans plus tard, Lucie remporte le concours international de chant. Grand-mère, papa, Martha et leurs jumeaux étaient assis au premier rang, tenant des fleurs et fondant de fierté, écoutant les chuchotements admiratifs dans la salle. Pendant ce temps, dans un café de village tranquille, quelque part en France, était assise une femme très mince, ébouriffée et aux cheveux de paille. Les habitués savaient que Jean ne devait pas avoir plus de 45 ou 46 ans, mais elle avait l'air d'une vieille femme. Des rides prématurées creusent son visage autrefois magnifique, son regard est lourd de la déception d'une personne désabusée. Jean vivait recluse dans la périphérie rurale, sans aucune amitié. Elle ne parlait aux gens que lorsque c'était nécessaire. La rumeur disait qu'elle avait quitté son pays pour venir s'installer en France. Elle voulait s'installer à Paris, mais il y avait des problèmes de travail ou de papier. Pendant plusieurs années, elle s'est débrouillée avec des petits boulots, puis a réalisé que Paris n'était pas pour elle. Vivre ici, dans un village tranquille, était plus simple et le coût de la vie était moins élevé. Qu'est-ce qui anime cette femme seule et morose, qu'elle a laissée derrière elle dans son pays d'origine? Pourquoi avait-elle décidé de déménager? Personne ne le sait et personne ne cherche à le savoir. La télévision accrochée au mur murmurait tranquillement, n'attirant pas l'attention. Enfin, presque pas. Jean, sans détourner le regard, fixait l'écran. Quelle est cette émission? Demanda-t-elle soudain à voix haute. C'est un concours de talent, lui répondit paresseusement quelqu'un. La femme se retourne vers l'écran et se fige, observant la jeune chanteuse à l'accent familier. Laura, dit le commentateur, une fille au destin extraordinaire. Elle a grandi dans un orphelinat et ce n'est que par un heureux concours de circonstances qu'elle a retrouvé son père, réunissant ainsi la famille. Les talents extraordinaires de cette jeune fille, combinés à une chance inouïe, lui ont permis de remporter la compétition la plus difficile et un brillant avenir l'attend désormais. Le visage radieux de Laura apparaît à l'écran. Jean se redresse et serre les dents. Regarder cette fille, se voir dans sa jeunesse, lui était insupportable. Une enfant non désirée, dont elle s'était débarrassée avec tant d'empressement en la jetant comme un déchet. Et regardez-la maintenant, elle a tout, une famille aimante, elle a même réussi à retrouver son père d'une manière ou d'une autre, et bien sûr sa grand-mère, elle a la célébrité et un brillant avenir devant elle. Jean se leva et quitta rapidement le pub pour une raison inconnue, en essayant de garder une posture droite. Elle avait l'impression que tout le monde la regardait, elle, la mère qui a abandonné son enfant, la jugeant et la méprisant. Cela ne devrait pas arriver, se répétait-elle sans cesse. C'est moi. J'ai travaillé si dur. J'ai tellement comploté pour atteindre mon but. Et au lieu de cela, je suis assise dans les bois au milieu de quelques fermiers idiots. Je devrais vivre à Paris et briller, oui briller, entourée de luxe et des hommes les plus magnifiques. Je devrais avoir un avenir brillant, pas elle. La vie m'a trompée. Elle enfonça ses mains dans les poches de son manteau et accéléra le pas,